Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster les deux bouteilles de vin que j'ai juste derrière moi, des bouteilles qui sont cachées. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est déguster les vins que je vous avais envoyés lors du concours de dégustation à l'aveugle pour voir déjà de quel vin il s'agit, vous révéler quels ont été les meilleurs scores, donc indiquer les noms de ceux et celles qui ont eu les meilleurs scores, et puis vous donner aussi quelques petits trucs qu'il y a eu, on va dire, dans la démarche de dégustation pour tenter d'identifier les vins. Que vous ayez participé ou non à ce petit concours de dégustation, cette vidéo peut vous intéresser pour voir justement un peu la réflexion qu'on peut avoir et qu'on peut essayer d'avoir pour partir sur la piste de tel ou tel vin, tel ou tel cépage. Petite précision, alors déjà, avant de commencer, je tiens à vous remercier à tous ceux et celles qui ont participé au concours. J'avais fait dans le cadre des masterclass de la dégustation. Donc je rappelle le principe, je vous avais proposé il y a quelques semaines de vous envoyer à ceux et à celles qui le voulaient deux vinotes, une petite vinote comme ça non identifiée, d'un blanc et d'un rouge. Et ce que je vous avais proposé de faire, c'est de les déguster de chez vous en remplissant une fiche de dégustation pour chaque vin. Je vous avais envoyé en fait un formulaire pour remplir les fiches, une fiche pour le vin blanc, une fiche pour le vin rouge. Et je vous avais demandé, à la fin de la dégustation, de vous prononcer sur le ou les cépages, la région viticole, l'appellation ou les appellations auxquelles vous pensez, également le millésime. Et à chaque fois, ce que je vous avais demandé, c'est pas juste des cases à cocher, c'est aussi une réflexion, un petit peu la justification de ce qui vous fait penser à telle région, tel cépage, tel millésime. Donc, c'est pour ça que la correction prend pas mal de temps, parce qu'il y a parfois pas mal de choses à lire, il y a des réflexions qui sont hyper cohérentes, et en fait, vous savez, c'est ça qu'on attend d'un concours de dégustation de ce type, quand on organise un petit concours comme ça à l'aveugle. Ce qui est important, c'est d'être cohérent dans la démarche de dégustation. On sait que c'est hyper compliqué de retrouver le vin, nous-mêmes on se plante tout le temps, la dégustation à l'aveugle c'est une école d'humilité, je l'ai dit, on le répète tout le temps, le but, quand on fait ce type de dégustation, en cachant l'étiquette, c'est quand on n'est pas influencé, on s'attend à rien du tout, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir en face, on ne sait pas du tout ce qu'on a dans le verre, et donc on n'a pas un potentiel indice qui nous influence sur tout le process de dégustation. On est un peu livré à soi-même et c'est par rapport aux indices qu'on retrouve au visuel, au nez, des arômes caractéristiques, en bouche, le niveau d'acidité, de tanin, d'alcool, etc. qu'on essaye de partir sur telle ou telle région, tel ou tel cépage. Donc il y en a plusieurs sur le concours qui m'ont dit aussi dans les réponses que eux ils se centraient surtout sur la fiche de dégustation et qui jugeaient qu'ils n'avaient pas forcément le niveau pour déguster à l'aveugle. Alors après, honnêtement, c'est vrai que pour déguster à l'aveugle, il faut clairement une grande expérience de la dégustation, donc il faut pratiquer énormément. Je me souviens donc d'une masterclass il y a quelques temps que j'avais fait sur la dégustation à l'aveugle avec mon collègue et ami Arnaud, qui a fait plusieurs concours de dégustation et qui nous partageait aussi un petit peu ces petits trucs sur la dégustation à l'aveugle. Et on sait que à partir du moment où on est en mesure de déguster une grande quantité de vin, de pratiquer donc de manière intelligente et à chaque fois de le faire, de pratiquer un peu à l'aveugle, c'est comme ça qu'on progresse, on progresse en pratiquant de toute façon. Mais c'est important d'être dans cette optique, de se mettre un peu au défi d'identifier, de retrouver les vins. C'est un petit défi qui est c'est ludique et surtout c'est super pédagogique. Donc bravo. Déjà bravo à vous, félicitations à vous tous qui avez participé. Il y aura d'autres éditions de ce concours que je ferai donc juste après l'été, donc je vous en reparlerai. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on déguste ensemble chacun des vins. Et puis, alors j'ai pris mes petites fiches de dégustation au format masterclass, donc je les prends devant moi et je vais lire la fiche pour cocher les cases comme ça au fur et à mesure. Et ensuite, on va essayer de voir sur quel type de vin on parle. Comment s'est fait le score, c'est une petite parenthèse aussi, comment j'ai fait le score pour le calcul des points en fait, de chaque participant. En fait, vous avez un certain nombre de points qu'attribuer quand vous identifiez le ou les cépages, les millésimes, la région, l'appellation. Et puis ensuite, on regarde la cohérence des fiches de dégustation. Mais le plus important, en tout cas dans le concours tel que j'ai voulu vous le proposer, le plus important, c'était la démarche d'identification du vin. Et on va dire que la fiche, elle venait dans un deuxième temps, un peu comme un support dans la réflexion. Oui. Alors, on va commencer par déguster le vin blanc. Moi, je vais prendre une bouteille. On va commencer par celle-là.
Et puis, je prends ma fiche de dégustation, puis on va cocher les cases ensemble. Alors, donc, notre outil de travail, le verre. Et puis voilà, donc, le premier vin que vous avez dégusté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fiche, et puis on va dérouler ensemble simplement les étapes de la dégustation, visuel, olfactif, gustatif, avec la petite fiche que j'ai sous les yeux. Alors, on observe le vin, donc vous avez pu la vinote, puis si vous dégustez, enfin si vous regardez la vidéo de chez vous, que vous n'avez pas forcément participé au concours, vous avez logiquement, vous ne savez pas du tout ce qui a été dégusté, donc on va essayer de le faire un petit peu comme ça ensemble, je vais vous décrire ce que je retrouve. Alors, regardez cette jolie robe, donc parfaitement limpide, alors déjà on peut cocher limpide sur la fiche, qui a une intensité colorante moyenne et des reflets dorés. Déjà on se prononce sur l'intensité colorante. Ensuite, au niveau du nez, donc, pas de défaut, c'est un nez tout de suite qui est ouvert. Je commence à approcher le verre de mon nez, je perçois les arômes. Je vous rappelle qu'il y a certains vins pour lesquels on a beau plonger le nez dans le verre, on ne sent rien du tout, qui sont fermés. D'autres qui sont intenses. On a une certaine distance, on perçoit déjà les arômes. Et là, on a un nez donc, qui est suffisamment ouvert, dans lequel, dès le premier nez, je vais percevoir des notes fruitées mûres, d'abord très mûres. Enfin, pas le fruit, la mûre, du fruit au niveau de stade d'évolution, de maturité qui est mûr. Et puis, j'ai d'autres arômes. Alors, je vais vous dire, par rapport aux réponses que vous avez données sur les fiches, vous étiez souvent sur cette intensité plutôt moyenne, les notes dorées. En général, vous étiez à peu près dans cette évaluation de l'arôme. Alors, pour les arômes, donc je fais tourner le vin dans le verre, le vin s'ouvre, et là, je vais commencer à retrouver du fruit un peu confit. Alors, je vais vous citer simplement les arômes que je retrouve, comme ça. Donc, des notes un peu d'écorce d'orange, c'est ce côté zeste d'agrumes, et puis du fruit plus mûr, comme j'avais au premier nez, qui va plus m'évoquer les fruits à noyaux, l'abricot. Ce côté un peu coin aussi. Il y a une certaine maturité en fait. C'est-à-dire qu'on a un côté agrumes, typiquement quand on perçoit des agrumes, agrumes c'est dans la même catégorie que la pomme verte, on va dire, c'est la fraîcheur au nez. Quand on perçoit, c'est pas dans la même famille, mais c'est la même catégorie dans le sens où on est sur la fraîcheur. Quand on perçoit ce type d'arôme, on peut penser à certains cépages, certains types de vins, mais là on a aussi ce côté confit. J'ai parlé zeste, je crois, à l'instant. Donc, zeste d'agrumes, écorce d'orange, de fruits mûrs, les fruits à noyaux, pâte de coin. Et ce côté aussi un peu brioché. Alors il y en a certains d'ailleurs qu'on retrouvait dans les fiches, le côté brioché, qui vous a donné certaines pistes, puis vous donner certains indices, en tout cas en termes de vinification ou d'élevage du vin. C'est bien de chercher des indices à chacune des étapes. Après, on peut être complètement à côté de la plaque pour le cépage, pour l'appellation. Mais on cherche à identifier comme ça certains petits indices. Voilà. Donc là, simplement, on fait la fiche. Donc voilà ce que je peux dire sur les nez. Alors, en bouche. Alors, je suis sur un vin qui est sec, et l'attaque, qui a une acidité qui est bien présente, et du gras, l'onctuosité apportée par l'alcool. Je reprends ma petite fiche de dégustation que j'ai sous les yeux, je fais mon masterclass, je mets sucre, je vais cocher sec, l'alcool moyen, acidité vive, elle est bien présente, l'acidité. Et puis en arôme de bouche, je retrouve ce côté fruit très mûr, et quelques notes aussi de fruits à noyer, j'en ai parlé tout à l'heure, mais plus ce côté pêche tout à l'heure. Au nez, j'avais les notes qui sont aussi dans la catégorie fruits à noyaux, ce côté abricot, là j'ai ce côté pêche, fruits assez mûrs, une belle onctuosité en bouche, même s'il y a la fraîcheur tout du long qui est là. Une fraîcheur qui ne va pas être aussi vive, on va dire, que sur un jeune Sauvignon de la Loire, un jeune Chenin plein de tension, plein d'acidité, ou un jeune Riesling d'Alsace par exemple, mais on a l'acidité qui est quand même bien présente. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je vous fais, il y en a plusieurs qui ont retrouvé donc, cette acidité, et qui ont qualifié l'acidité d'élevée, et en raisonnant de cette manière-là, qu'ils ont dit, je pense au cépage dont je viens de vous parler, au Chenin par exemple, au Sauvignon, au Riesling, certains ont pensé au Muscadet, parce qu'on retrouve quelques notes un petit peu, vaguement briochées, que j'avais au nez tout à l'heure, que je vous ai décrit, et ce côté un peu pain, alors ça peut vous faire penser à la pâtisserie, chacun a son référentiel, mais ça évoque un léger élevage sur lit.
donc sur les lies fines. Ici, dans le process de vinification, de travail du vin, d'élevage, on a le vin qui repose sur ces lies fines pendant 9 mois. Et ce contact avec les lies va transmettre des caractéristiques. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'autre chaîne, la chaîne WSOT. Donc en 2 secondes, les lies, donc, ce sont les résidus de la fermentation alcoolique. Quand on les met comme ça en contact avec le vin, ce qui va se passer, c'est que les lies fines vont être encore en quelque sorte digérées, auto-digérées, c'est ce qu'on appelle l'autolyse des levures, et ça crée certains composés, des acides aminés et également des esters, donc des arômes, des composés aromatiques spécifiques qu'on peut éventuellement retrouver au nez. Et dans la démarche d'analyse, certains et certaines d'entre vous sont partis sur les vaches sur lit, l'acidité, et donc sur un muscadet. Et ils disaient par contre, c'est quand même hyper mûr au nez, je trouve, pour un muscadet, ce côté confit, etc. Donc c'était complètement cohérent, hein. C'est complètement cohérent. Pourtant, on n'est pas du tout sur ce vin. Alors, les choses... Donc, on va clôturer déjà la fiche de dégustation. Donc, finale moyenne en bouche. En termes de qualité de vin, donc c'est un vin qui est équilibré, qui a une certaine complexité, qui manque cependant d'intensité, de longueur en bouche pour partir sur un vin qui sera excellent. Donc, c'est un vin que je vais qualifier d'agréable et dans sa jeunesse. Voilà, un petit peu. Et en termes de corps, c'est un corps que je vais qualifier de moyen. Belle onctuosité, mais l'acidité est là pour vous faire saliver, apporter de la fraîcheur et atténuer un peu ce côté qui serait peut-être sinon trop lourd s'il n'y avait pas cette acidité. Voilà, donc un beau vin qui est bien fait, de la fraîcheur, un certain corps, des arômes mûrs, un peu d'élevage sur lit. Les pistes, enfin ce qui vous a mis sur la piste pour ceux et celles qui ont retrouvé l'appellation, ça a été cet ensemble d'indices, justement, qu'on a à la fois sur ce côté agrumes confits, vaguement écorce d'orange, fruits à noyaux, donc ce côté, certains qui sont partis, comme on dit, c'est le profil méridional, on sent du gras, de l'onctuosité, l'acidité bien présente, qui a pu faire pencher, on n'a pas beaucoup qu'on retrouve, sur le cépage Gros Mansin. On est sur le cépage Gros Mansin. Et le cépage Gros Mansin, c'est le cépage du Jurançon. Ici, par contre, on n'est pas sur un Jurançon moelleux. Vous savez que quand donc on est sur la région du sud-ouest, pour vous situer sur le piémont pyrénéen, quand on dit Jurançon, l'appellation désigne des vins moelleux. Mais on a aussi des vins Jurançon qu'on a mention sec. Donc là, quand on est sur un Jurançon sec, le cépage dominant, c'est le Gros Mansingue, alors que sur les Jurançons moelleux, c'est plutôt le Petit Mansingue qui domine. C'était un vin hyper compliqué à retrouver en dégustation à l'aveugle. J'ai refait l'expérience après, je vous confirme que c'était très très dur, parce que ça ne fait pas partie des grands classiques de dégustation. Dans ces dégustations à l'aveugle, on part parfois sur des vins très typés, sur un grand classique dans le cépage, un Sauvignon de Sancerre. J'ai voulu vous proposer un truc un peu plus casse-gueule pour voir aussi les raisonnements qu'il y avait dans la dégustation. Et c'est pour ça que c'était super intéressant de voir aussi la manière de, quand vous avez retrouvé l'élevage sur lit, de partir sur telle appellation, le niveau d'acidité qui vous fait penser à tel cépage. Donc, et chaque raisonnement est valable, hein. Il n'y a rien qui est à côté de la plaque. À partir du moment où vous identifiez quelque chose, vous partez sur un raisonnement. Après, ce qui peut être à côté de la plaque, c'est la localisation du vin, mais ça, c'est l'étape la plus compliquée en dégustation, on le sait. Donc, je vais vous montrer l'étiquette. Donc, ici, on est sur un jeune millésime. Donc, on a plusieurs d'entre vous qui ont trouvé le millésime, de la jeunesse, l'acidité très fraîche, aucune note tertiaire, pas du tout d'oxydation, pas du tout d'évolution. On est sur un millésime 2019 et on est sur le domaine Bordenave. La cuvée Les Copains d'Abord. Donc on est en sec, il y en a un autre qui est Les Copains d'Abord qui est en Jurançon classique, donc en moelleux. Et là c'est en sec. Donc beaucoup de fraîcheur, plus le vin de copain, mais qui peut finalement s'apprécier sur plein d'occasions. Ça peut être sur l'apéro, sur des charcuteries, sur des quiches, sur des omelettes, etc. On a suffisamment d'acidité, de fraîcheur pour ce type d'accord. Alors j'enchaîne tout de suite sur le deuxième vin. On va faire comme ça les deux vins à la suite. Je vais aller un petit peu plus vite peut-être sur le deuxième, et après je vous donnerai tout de suite les réponses, ceux et celles qui vont bien retrouver les vins. Alors, pour le deuxième vin, donc là, on part sur du rouge, et puis comme vous voyez, il y a quand même quelques points qui sont très caractéristiques sur ce vin. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra. Alors, ce qu'on voit tout de suite, peut-être que vous le voyez quand même à la caméra, c'est que la robe, elle est bien foncée comme il faut. Bien foncée comme il faut. Donc, si je prends ma fiche de dégustation, je penche le verre de vin, je le regarde du dessus. Moi, je le penche comme ça pour que vous voyez comment je le penche. Mais en fait, je fais comme ça pour le voir du dessus. Et puis,
Je regarde la pointe du disque, je vois qu'il n'y a pas de dépôt, donc je coche que c'est une robe qui est limpide, mais j'ai franchement du mal à voir à travers, donc c'est une robe qui va être intense. Si vous avez couché soutenu, c'est complètement cohérent aussi. Ici, on n'est pas sur un examen WSOT, hein, c'est simplement voir la cohérence dans la fiche. Donc soutenu à intense. Disons que quand je la tiens comme ça, j'ai un peu de mal à voir mes doigts à travers. Voilà l'idée. Ensuite, je penche mon verre de vin et je vois qu'il y a quelques reflets un peu grenat qui tirent sur le grenat. Quand ça tire sur le grenat, en termes de code, hein, d'évolution des couleurs, on a déjà une petite nuance d'oxydation qui vous met sur la piste d'un vin, on va dire qu'il y a quelques années de cave, un peu d'oxydation. C'est pas non plus du tuilé, hein, on voit pas trop ici, mais bon. C'est pas non plus du tuilé, c'est pas du marron, hein, c'est pas orangé, ça n'a pas fait 40 ans de cave, mais on voit que c'est un vin qui commence à avoir un petit peu d'évolution. Donc là, pour l'affiche, je cocherai limpide, intense, grenat. Je pourrais même dire aussi, ça c'est pas sur ça sera plus en autre observation, on va dire, sur l'affiche, la présence, je ne sais pas si vous les voyez, des gouttelettes qui se forment sur les parois du verre, ces gouttelettes qui se forment ici. Donc ce sont des larmes. Alors les larmes, on n'en parle pas trop en pratique, hein, en dégustation. On en parle si on a pas, enfin si c'est hyper fluide ou hyper gras, on en parle. Et quand c'est quelque part entre les deux, en général, on n'en parle pas beaucoup. Mais là, c'est vrai que ça accroche. Il y a des larmes, ça pleure. Quand ça pleure comme ça, quand il y a des larmes, c'est caractéristique du taux d'alcool. On s'attend à avoir un vin riche en alcool. Vous voyez, une robe foncée, riche en alcool. On va continuer la dégustation. Alors, au nez. Alors, c'est intense, hein. Pas de défaut. C'est intense. Et je pars sur plusieurs gammes d'arômes. Alors, je vais commencer d'abord par le côté fruité, fruit noir. Puis derrière ce fruit noir, donc, il m'évoque le cassis, mais la liqueur de cassis, hein, pour le coup. Vraiment, la griotte aussi, hein, la cerise un peu macérée à l'eau de vie. Ça sent l'alcool, en fait, hein, ce côté comme ça qui chauffe le nez. On s'attend à avoir un bon niveau d'alcool. Voilà. Très fruité. Cassis mûr. Alors, cassis, j'ai déjà dit. Hein, cassis mûr. Ensuite, je suis sur des notes épicées. Côté de cannelle, de poivre, réglisse, un peu floral aussi, hein, ce côté un peu garrigue. Alors, c'est un nez qui vous a mis sur la piste, pour certains et certaines d'entre vous, d'un vin méditerranéen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors d'une part, je ne sais pas si vous voyez bien les larmes qui se forment, d'une part, rien qu'aux premières étapes de la dégustation, hein, cette intensité colorante, ces larmes, ce nez un peu alcooleux, on s'attend quand même à avoir un bon niveau d'alcool dans ce vin, on part sur la piste d'un vin méditerranéen. Et effectivement, c'est un raisonnement qui est cohérent ici. Donc, vin avec une certaine complexité au nez, on va voir en bouche ce que ça donne. Alors là, c'est bien costaud comme il faut. Costaud, c'est pas dans la fiche, mais ça représente bien, ça illustre bien ce qu'on ressent. Et là, pendant que je vous parle, quand j'ai commencé à vous parler, j'avais un peu les tanins, et là, ça me brûle un peu la bouche. Et là, ça continue à me brûler pendant que je vous parle. Il y a certains vins dans lesquels l'impression finale, c'est plus la fraîcheur, et d'autres où c'est la chaleur. Voilà. Et là, ce que j'ai comme impression, c'est que c'est chaud. Ça me chauffe encore la bouche. Hein. C'est pas du Porto, hein, mais voilà, ça chauffe la bouche. Si ça chauffe la bouche, il y a de l'alcool. Et en fait, ça, c'est cohérent, hein, surtout la démarche de dégustation. C'est cohérent parce qu'on était parti sur un vin méditerranéen, et puis on a ce côté donc gras, alcooleux en bouche, ce qui vous a mis sur la piste des encépagements à base de grenache, pour certains et certaines d'entre vous, ce qui est aussi complètement cohérent. Le grenache, c'est un petit grain de raisin avec des taux de sucre qui montent bien vite, et qui apporte beaucoup de rondeur, d'onctuosité, d'alcool. Donc effectivement. Mais on a aussi, alors l'acidité, elle est pas, je vais prendre la fiche pour être un peu plus carré, l'acidité, elle est présente, mais elle n'est pas aussi marquée que ce qu'on pourrait avoir sur le vin blanc de tout à l'heure. Et en tout cas, elle n'est pas aussi marquée que ce qu'on pourrait avoir sur un Cabernet Franc de la Loire, par exemple. Ici, les termes que je vais dire, donc je prends mon format de fiche, le sucre est sec, l'alcool, je vais cocher alcooleux. Ça chauffe bien comme il faut, c'est alcooleux. L'acidité, elle est présente, elle est moyenne, et elle est là pour rafraîchir un petit peu la bouche, mais c'est absolument pas elle qui domine dans la dégustation du vin. Et les tanins sont charpentés. Si vous avez coché âpre, ça reste cohérent. Hein. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que les tanins sont bien présents. Et vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que les tanins sont bien présents, mais j'ai tellement d'alcool en bouche que ça vient enrober les tanins.
C'est ça le principe de l'équilibre. Ce qui vient équilibrer les tanins ils assèchent, si vous voulez, si l'axe des tanins il est comme ça, ils assèchent, et on a ensuite donc l'axe de l'alcool qui vient les envelopper. Les tanins, c'est comme si c'était une pointe, hein, plus elle est pointue, on va dire, plus ils sont intenses, et ce qui vient enrober cette pointe, l'adoucir, c'est la douceur de l'alcool. L'alcool va assouplir la perception des tanins, alors que l'acidité l'amplifie et contribue à l'austérité qu'on perçoit en bouche. Voilà l'idée. Du coup, l'alcool, le niveau d'alcool est le bienvenu ici, puisqu'il permet d'assouplir, enfin en tout cas en termes de perception des tanins, lui apporter un petit peu de rondeur et atténuer l'austérité qu'il pourrait avoir avec sa structure tannique. Donc je continue avec la fiche. En arôme de bouche, je suis clairement sur le côté bâton de réglisse, fruits macérés à l'eau de vie, les notes poivrées avec une belle longueur en bouche. Il y a non seulement, alors longueur en bouche c'est les arômes, c'est pas l'alcool, mais il y a l'alcool qui reste, mais aussi ce côté, un bâton de réglisse poivré qui persiste en bouche. Donc en termes de finale, je vais qualifier finale non en bouche. Donc c'est équilibré, c'est long, c'est intense, il y a de la complexité, c'est un vin qu'on pourrait qualifier d'excellent et qui est en cours d'épanouissement. Alors, il n'est pas à son apogée, hein, c'est un vin encore où en termes de tertiaire, tout à l'heure quand on avait observé les nuances un peu grenade oxydation, on aurait pu s'attendre peut-être à avoir un vin qui soit un peu plus marqué par l'évolution, mais on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Et là, dans la démarche d'analyse et de dégustation, la démarche que vous avez eue, donc en général, en tout cas pour ceux et celles qui ont à peu près retrouvé le vin, c'est partir sur le fait qu'il y avait le gras, l'onctuosité, l'alcool, le profil méditerranéen, le grenache qui est bien présent, et l'acidité, la fraîcheur, le côté floral un petit peu violette de la syrah. Donc effectivement, on a de la syrah dans l'encépagement, et c'est un encépagement grenache-syrah a pu vous faire penser à différents vins qui sont tous cohérents dans la démarche. Que vous pensiez un vin de la vallée du Rhône méridional, un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas, que vous pensiez un vin du Languedoc ou un vin du Roussillon, ça reste cohérent. On est un petit peu dans cette approche. Maintenant, le fait d'avoir à la fois la rondeur, le fruit qui est présent, l'alcool qui est très marqué, vous a fait penser pour certains d'entre vous à la région du Roussillon. Et là, ça reste, on va dire, une démarche d'analyse dans laquelle on peut déguster entre sommeliers et partir sur une autre appellation. C'est pour ça que je vous le présente un peu comme ça, en vous montrant comment on peut arriver à tirer certains indices, mais qu'il y a des réponses qui sont complètement cohérentes. Ici, on est sur un domaine que j'aime bien, on est sur le domaine Lafarge, cuvée Fondation. Où est-ce qu'on se trouve? Donc ici, on est dans le Roussillon, c'est un Côte du Roussillon village, et on est sur le millésime 2016. Alors, il y a pas mal d'alcool, sur celui-là, je pense... voilà, donc, je sais pas si vous voyez ici son truc, sur l'étiquette, 15 degrés d'alcool, donc on le retrouve bien en bouche. Après, c'est pas non plus un niveau d'alcool qui est choquant. Et d'ailleurs, dans les fiches, il n'y a personne d'entre vous qui a dit c'est un vin déséquilibré, etc. C'est un niveau d'alcool qui est bien présent, qui chauffe la bouche, mais le vin, on va dire, c'est sa personnalité, c'est son identité ici. On a un vin de caractère avec du corps, le corps est puissant et la puissance est apportée par le niveau d'alcool et la structure tannique. Belle longueur en bouche, et finalement un très joli vin. D'ailleurs, vous avez été nombreux à apprécier les deux vins. Je n'ai pas choisi au hasard, je fais en sorte de choisir des vins pour que vous ayez aussi du plaisir à les déguster, on va dire. Donc, à l'issue de cette dégustation, et avec plusieurs centaines de participants, il y a quelques noms qui sont sortis pour identifier les vins. Alors, il y en a certains qui ont cartonné au premier vin ou au deuxième vin, mais en fait, c'est comme un examen de dégustation, c'est les deux vins on fait une moyenne des deux ensuite. Et donc, ça a permis de lister comme ça quelques noms que je vais vous mettre sous la vidéo. Alors, je vais vous les lire, je l'ai sur la fiche qui est là. Donc, je suis obligé de regarder à côté. Donc, le premier, c'est Jérôme Breton, qui a eu un maximum de points sur les deux vins, sans retrouver complètement les deux vins, mais en ayant, en termes de région d'appellation, de millésime, de cépage, un maximum de points. Donc, bravo Jérôme. Ensuite, deuxième ex-aequo, il y a Thibaut Scarpa et Jérôme Clapisson. Donc, bravo à vous. Ensuite, deux personnes qui sont troisième ex-aequo, c'est Arthur Manigaud et Maxime Mallard. Et quatrième, c'est Laure Gamin. Donc bravo à vous. Alors ensuite, il y a quelques noms avec des super scores aussi. Mais voilà, on est obligé de faire un petit classement. Donc je lis un peu les noms. Il y a Louis Hidalgo-Bach, Éric Médrinal, Simon Hardy, Colivini Guyot, Nicolas Paeva. Donc voilà quelques noms.
Puis après, il y a d'autres aussi, avec des très bonnes fiches et des raisonnements cohérents. Mais voilà, on est obligé de faire une évaluation et de faire un score. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à déguster ces vins, puis à suivre cette vidéo un peu où on les a dégustés ensemble. Je vous tiens au courant pour une prochaine participation, ce sera juste après l'été. On se retrouve déjà sur mes mails, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list qui s'appelle la lettre du dégustateur, il y a un lien qui est en descriptif, donc j'envoie un mail pratiquement tous les jours, je ne suis pas toujours très assidu, mais presque tous les jours, avec un peu soit des repères de dégustation, des vidéos, des infographies, etc. Et on se retrouve également sur le site du COAM et sur les masterclass de dégustation. Merci, à très bientôt.